Et bonjour tout le monde, j'espère que chacun va bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui tombent sur ma chaîne, comme je le fais rarement, eh bien je me présente en deux mots. Marie Merlin. Voilà, Marie Merlin, c'est mon vrai nom. Et je suis donc... comment me nommer? Thérapeute énergéticienne peut-être, médium, guérisseuse, bref, j'accompagne les âmes en chemin vers elles-mêmes. Voilà, on va le résumer comme ça. Alors aujourd'hui, à travers cette vidéo, je vais aborder différents sujets puisque je vais répondre à quelques questions qui m'ont été posées et auxquelles j'ai pas encore pris le temps de répondre. Alors la première, ai-je déjà vécu des bugs temporels et des expériences de décorporation? Oui, tout à fait, j'en ai pas vécu beaucoup, mais j'en ai vécu il y a plusieurs années maintenant. J'ai vécu ça en Corse, sur l'île, mais à l'époque j'y vivais pas encore. Et j'ai eu une expérience de bug temporel et décorporation à la fois, je crois. Voilà, alors pour la faire courte, j'étais dans un site archéologique accompagnée d'un ami et en fait, alors on est arrivé en même temps qu'une autre famille sur ce site-là. Et puis finalement, nous, en 1 heure, on a eu le temps de se balader dans ce site-là. Et la famille qui était arrivée en même temps que nous et qui s'était garée juste à côté de nous, et ben en fait, elle, pendant cette heure-là, elle a juste eu le temps de sortir de sa voiture et de à peine commencer à se diriger sur le chemin du départ. Et je me souviens que avec mon ami, on leur a fait très peur à cette famille-là. Ils n'ont pas compris ce qui s'est passé et on les a un peu choqués quand ils nous ont vus revenir à la voiture et qu'on avait terminé la balade et qu'eux ne l'avaient pas encore commencé. Ils ont eu vraiment très très peur. On a eu quelques échanges avec eux parce qu'ils s'étonnaient, ils comprenaient pas pourquoi on avait déjà fini notre tour. Donc nous, ça nous avait fait beaucoup rire. Mais voilà, et c'est vrai que sur cette île carrément magique, carrément ultra magnétique, il se passe beaucoup de choses assez surprenantes et inexplicables. Donc j'ai tout un lot d'expériences un peu dingues que je pourrais partager à l'occasion ici. Et donc voilà, pour dire que effectivement j'ai déjà vécu une expérience en fait de bug temporel comme ça. Et alors la décorporation, je ne pense pas, en tout cas si je l'ai vécu, je n'en ai pas conscience. Par contre, j'ai eu une expérience toujours ici sur l'île où, pareil, on était deux ce coup-là, toujours le même ami d'ailleurs, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui. Et on était dans un restaurant et on a vu tous les deux, exactement en même temps, passer mon chien qui en fait était censé nous attendre dans la voiture. Et en fait, elle s'était décorporée pour me rejoindre. Bref, des anecdotes un peu folles ici, j'en aurais plein, mais je vais déjà me concentrer sur les questions auxquelles je suis censée répondre. Ensuite, on me demande de vous parler des 4 cavaliers de l'Apocalypse, puisqu'il y a très longtemps, je crois, j'avais fait une vidéo où j'avais brièvement abordé le sujet et je l'avais pas beaucoup développé et suite à ça, on m'a demandé de traduire ce que je savais au sujet des 4 cavaliers de l'Apocalypse. En fait, pareil, sur l'île, il y a au moins 6 ans maintenant, ils me sont apparus, non pas en chair et en os, mais enfin j'étais fort reliée à eux. Ils sont venus à moi d'un coup, c'était une nuit d'éclipse de lune. Ils sont venus à moi d'un coup et ils m'ont fait très très peur. Je pense que c'est une des fois de ma vie où j'ai eu le plus peur en lien avec des expériences dans l'astral.
Et ils sont arrivés tous les quatre sur des chevaux. Ils étaient tous les quatre extrêmement impressionnants, extrêmement puissants. Voilà, alors je me souviens plus à quoi ils ressemblaient trait pour trait, mais chacun était différent, chacun avait aussi des tenues différentes et des chevaux différents. Et à l'époque, ils m'avaient demandé de les suivre, de venir avec eux. Et j'avais eu très peur parce que pour la première et dernière fois de ma vie, j'avais senti que si je les suivais, je ne revenais pas. Donc j'ai eu beaucoup de mal à m'accrocher à la matière ce jour-là et à ne pas les suivre. Alors qu'est-ce qu'ils me voulaient? J'en ai aucune idée. Probablement m'enseigner des choses. Mais comme je vous le dis, c'était il y a maintenant 6 ans au moins. Et alors pourquoi à l'époque en fait, c'était vraiment relatif à une période de ma vie où j'étais dans une période d'ascension extrêmement importante et en même temps, j'avais beaucoup de mal justement à rester ancrée au sol. Voilà, alors ils sont pas méchants, hein, c'est pas parce qu'ils m'ont fait peur que... en fait, ils m'ont fait peur parce qu'ils sont extrêmement puissants et qu'ils ont une force juste hallucinante. Mais ils ne sont absolument pas malveillants. Et ces 4 cavaliers-là, en fait, ce que j'en ai compris, c'est qu'ils font partie d'êtres, d'énergie qui régissent le monde et qui sous-tendent et veillent à la fois à ce qu'on nomme ici l'apocalypse. Alors l'apocalypse, petit aparté, dans ma définition, l'apocalypse c'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde tel que on le connaît. Et donc il y a 6 ans, donc c'était pas encore, on n'avait pas encore connu la période Covid, c'était un petit peu avant. Et voilà, en fait, ils étaient venus parce qu'il y avait toutes ces expériences, transformations qui nous attendaient en fait dans la matière après coup. Et ce que j'ai cru comprendre, c'est que réellement, ils voulaient m'enseigner sur des choses. Voilà, vis-à-vis de la période de l'apocalypse qu'on vit présentement, du reste. Voilà, c'est un peu tout ce que je pourrais vous en dire, parce que même si je les ai vus, je les connais pas, pour ainsi dire. Je sais quelle est leur fonction, donc comme je viens déjà de le traduire, mais j'aurai pas plus de détails à apporter sur le sujet. Alors, je passe du coq à l'âne, hein, mais voilà, comme je vous l'ai dit, les sujets sont différents. Qui sont les canéoïdes? Alors, en fait, ce sont une race d'extraterrestres. Figurez-vous, pour ceux qui ne le savent pas, qu'il y a beaucoup d'extraterrestres en lien avec les animaux que l'on connaît sur Terre. C'est-à-dire les chats, les chiens, les dauphins, les baleines, les lions, etc., les tigres, bref. Et donc, chacun est associé à une planète en particulier. Et les canéoïdes, donc je ne connais pas du tout leur planète d'origine. Par contre, ce sont donc des êtres chiens. Et sur leur planète à eux, en tout cas dans leur dimension, ils ressemblent tous donc à des chiens. Et donc j'en connais aussi ici sur Terre une part de mon âme. Je sais pas si elle fait partie de la race des canéoïdes, mais en tout cas je sais qu'elle y a au moins fait des incursions dans cette dimension-là. Donc je les reconnais facilement, ces êtres-là, puisque moi-même j'ai une vibration assez similaire à eux, en tout cas au moins en partie. Et donc encore une fois, j'en ai rencontré déjà dans la matière. Bon, forcément, ils ressemblent à des humains ici, mais une part de leur âme est toujours, vit toujours dans cette dimension des canéoïdes. J'espère que je le formule bien. Et alors, ce que je peux vous en dire, c'est que ces êtres-là, ils ont une vibration, leur chakra sacré
leur chakra sacré est très important. Donc ils ont une vibration aussi sexuelle assez importante, mais c'est pas que ça, puisque je fais référence au chakra sacré. Donc ils ont aussi ces gens-là, enfin je connais que des hommes, encore une fois, pas de femmes, mais forcément c'est la même chose pour elles. Ils ont une très grande créativité, très grande. C'est des gens qui ont souvent un certain talent sur le plan musical, beaucoup, ou voilà. Et puis c'est aussi des gens parfois qui vont se sentir justement très proches des chiens. Ils n'en auront pas forcément toujours un eux-mêmes, mais en tout cas, ils ont vraiment des atomes crochus, forcément, avec ces animaux-là. Voilà. Ok. Ensuite, on m'a aussi demandé que m'apportait le yoga, puisque j'ai déjà traduit à plusieurs reprises que je pratiquais le yoga de manière... comment on appelle ça? Bon, plusieurs fois par semaine. Et qu'est-ce que ça m'apporte? Eh ben, sur le plan physique, forcément, ça m'apporte une flexibilité, une souplesse, que ça m'apporte aussi sur le plan mental, bien évidemment. Ça m'apporte aussi la libération de beaucoup de mémoires qui se sont logées aussi sur le plan physique et cellulaire. Et donc ça m'apporte aussi au quotidien un certain recul au niveau de mon mental. Ça m'évite de me laisser trop prendre par mon mental quand il se manifeste un peu trop. Et ce que j'observe avec le temps, puisque ça fait quand même maintenant pas mal d'années que je pratique, et bien justement plus on va pratiquer le yoga, et plus on va infuser les postures à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'on devient les postures d'une certaine façon. Alors, je connais pas beaucoup de noms de postures d'ailleurs, parce que je suis très autodidacte ici aussi. Mais admettons par exemple que je fasse la posture de l'arbre. Eh bien... si vous voulez, à force, avec le temps, quand je fais cette posture, comme les autres, eh bien, je deviens véritablement l'arbre, en fait. C'est-à-dire que c'est pas seulement au niveau physique, bien entendu, mais comment expliquer ça? C'est difficile à l'expliquer avec des mots, mais je deviens vraiment la posture elle-même, et donc toute l'énergie qui est véhiculée à travers cette posture-là s'infuse profondément en moi au fur et à mesure du temps, des jours, des mois et des années. Donc le yoga, s'il y a besoin de le rappeler, c'est pas juste de la gym, c'est quelque chose de, à mon sens, beaucoup plus profond que ça, puisqu'il y a vraiment aussi une énergie hautement, c'est même plus que philosophique derrière, mais disons que pour moi, pratiquer le yoga, ça m'aide aussi à appréhender comme certaines connaissances logées à l'intérieur de moi. Voilà. Je sais pas si c'est assez compréhensible comme ça, mais c'est ça. Ok. Ensuite, on me demande... oui, les guides. Qui sont-ils? Qui sont les guides? Qu'est-ce qu'on entend par là? Et est-ce que les guides sont en nous ou en dehors de nous? Et ça, c'est une question très intéressante parce que il y a comme deux écoles. Alors, il y a des gens qui vont vous dire que les guides sont à l'intérieur de vous et d'autres vont vous dire que les guides sont à l'extérieur. Et souvent, c'est des avis très tranchés comme ça. Mais en fait, c'est les deux, c'est profondément les deux, puisque l'extérieur n'est pas séparé de l'intérieur. Donc, les guides sont tout autant à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur. Évidemment, ils ne sont pas séparés de nous, puisque ce qu'on nomme les guides, c'est aussi tout bonnement certaines parts de nous-mêmes, en fait, dans ce qu'on a pu incarner avant
ce qu'on a pu incarner ailleurs, en parallèle, etc. Les guides, c'est aussi d'autre part de notre propre âme. Les guides représentent les différentes dimensions que l'on incarne, qui sont donc effectivement à l'intérieur de nous, mais aussi à l'extérieur. Par exemple, je vais prendre des noms connus, certains maîtres comme... Marie, Yeshua, Maitreya, etc., etc. Bien sûr, ils sont à l'intérieur de nous, mais ils sont aussi à l'extérieur, évidemment. Donc, on peut pas, pour moi, on peut pas dire oui, les guides sont absolument hors de nous, ils sont absolument à l'intérieur de nous. C'est juste les deux. Encore une fois, il n'y a aucune séparation à faire entre le dedans et le dehors. C'est comme pour tout le reste en fait. Et donc qui ils sont, j'ai déjà répondu en partie, c'est pour certains effectivement des parts de nous-mêmes, et pour d'autres, eh bien ça peut être, oui, encore une fois, des maîtres ascensionnés ou des êtres plus anonymes, mais avec lesquels on interagit au présent ou avec lesquels on a interagi dans le passé. Les guides, c'est quelque chose de très très vaste en fait, puisque ça peut aussi être des animaux totems, ça peut être des lieux, ça peut être des énergies pures qui n'ont pas forcément de visage, ça peut être des éléments, ça peut être énormément de choses. C'est en définitive tout ce qui résonne avec nous et qui nous permet de nous guider sur notre chemin. Voilà, et les guides, c'est juste ça. Et par rapport à tout ça, justement, il y a une question que moi, j'aimerais soulever. C'est, je vous la pose telle quelle, hein. N'a-t-on pas trop banalisé l'énergie des guides, justement, et les enseignements sacrés? Parce qu'en fait, ce que j'observe, et je suis très heureuse de ça, en vérité, mais c'est une espèce de démocratisation, voire en fait de banalisation de... l'énergie de canalisation, voilà, la médiumnité qui se développe chez beaucoup de gens, puisqu'on est nombreux à évoluer et à ascensionner, donc forcément nos sens subtils s'ouvrent aussi. Donc voilà, on est beaucoup à reconnecter avec voilà la forme de médiumnité que porte chacun. Donc on est de plus en plus nombreux à canaliser, notamment les messages des guides, de nos guides. Et le petit regret que j'ai par rapport à ça, c'est comme parfois j'ai vraiment l'impression que on n'écoute plus vraiment ce qu'ils ont à nous dire, qu'on est dans une espèce de frénésie comme ça, un peu comme si on était au marché. Et puis qu'on prend à droite à gauche sans vraiment écouter. Et au final, certains messages de nos guides qui sont juste foncièrement essentiels, hyper sacrés, ils passent complètement à la trappe parce que soit ils vont pas parler à notre ego, soit un tel va parler plus fort, soit un tel est plus connu, donc on va davantage l'écouter lui, etc. Et au final, les vrais messages sacrés des guides, on les entend même plus. On est comme perdu dans un espèce de brouhaha de messages en tout genre venus de n'importe où dans l'astral. Et des fois, ça n'a plus de sens, quoi. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous pose cette question-là? Parce que vous n'avez peut-être pas forcément le même ressenti que moi, mais c'est une façon de vous dire... recentrez-vous, parce que de toute façon, les messages des guides, ils sont à l'intérieur de vous, ils sont pas forcément à l'extérieur. Et puis accordez plus d'importance aux messages qu'aux messagers. Et ça, les guides même le disent toujours d'ailleurs. Voilà, ne pas trop vous éparpiller dans écouter des messages un peu dans tous les sens, parce que réellement, on s'y perd. Et je vais faire un parallèle qui va peut-être rien évoquer pour vous, mais qui, moi, me parle. C'est comme au niveau sentimental, par exemple, on est vraiment dans une période où c'est comme...
voilà, pour rencontrer quelqu'un, c'est comme aller au marché. Alors, il y a des sites de rencontres dans tous les sens, il y a de tout, mais rien qui ne nous permette vraiment de nous centrer sur une rencontre, une personne, voilà, tout est fait pour nous exploser dans tous les sens et nous perdre en fait, et en ce sens on perd complètement la notion du sacré. Et donc je trouve qu'au niveau des relations c'est exactement la même chose. En fait, plus il y a de choix, plus il y a de messages, plus il y a de personnes, plus en fait tout reste en surface, et du coup il n'y a plus aucune profondeur, plus aucun engagement, et plus du tout la notion de sacré. Donc voilà, vraiment faites attention, restez vigilants à ne pas trop vous éparpiller, peu importe de quel domaine on parle. Vraiment, c'est hyper important pour que vous puissiez aussi, si on revient sur le sujet des guides, capter davantage leur essence et l'essence de ce qu'ils veulent nous communiquer. Retrouver le sens du sacré, c'est primordial, je trouve, par les temps qui courent. Voilà, ne serait-ce que pour notre salut, j'ai envie de dire, et notre santé mentale. Ok, je m'arrête là pour aujourd'hui, c'est déjà bien assez long comme ça. J'espère avoir répondu à vos questions, en tout cas je l'ai fait du mieux que je le pouvais, avec cœur. Et puis si cette vidéo elle vous en inspire d'autres, n'hésitez pas, viendra un temps où j'y répondrai également. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous, et puis plein d'amour, à bientôt.